Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour peut-être le début d'une nouvelle série. Le but de la série, ça va être de parler un peu de toutes les équipes qui participent à ce Tour de France, en parlant un peu de leur histoire, de leur effectif, etc. Et voilà, ce sera une sorte de série qui nous donnera une excuse pour un peu rentrer dans l'histoire de toutes ces équipes, en espérant que ça vous plaît. Donc si ça vous plaît, je pense qu'on essaiera de faire toutes les équipes. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette assez tôt, parce que le Tour de France, mine de rien, ça arrive assez rapidement. Et donc aujourd'hui, on va commencer par une équipe dont la start list est à peu près connue, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Une équipe qui a beaucoup évolué, une équipe qui n'est pas si vieille que ça, qui est plutôt récente, mais une équipe qui s'est développée à une vitesse assez incroyable et qui aujourd'hui fait partie des meilleures équipes du peloton. Et c'est une équipe aussi qui va sûrement connaître de nombreux changements dans les années à venir, même dans les mois à venir, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque au cas de Bransgreux. L'équipe Bransgreux, elle n'est pas apparue comme ça. Déjà, elle naît sous le nom de NTAP en 2010. Elle va notamment se développer autour de tout ce qui est coureur allemand, voire aussi un peu Europe de l'Est. On a l'arrivée en 2013 d'un nouveau sponsor, Endura. Et la même année, ben, on a la première victoire de l'équipe sur un grand tour, grâce à celui qu'on a peut-être oublié, mais qui à l'époque était plutôt un bon coureur, Léopold Koenig, donc sur la Vuelta 2013. L'année suivante, bah, c'est le premier Tour de France, et encore une fois, Léopold Koenig va s'illustrer en réalisant son premier top 10 sur un grand tour, et évidemment le premier top 10 de l'équipe. Et puis là, l'équipe va commencer un peu à se développer. On a l'arrivée de jeunes coureurs prometteurs, Sam Bennett, Emmanuel Bourman, Patrick Conrad, Phil Boos, et l'équipe va continuer de se développer et changer de sponsor. On va changer de sponsor avec l'arrivée de Bora. Bora ne sera d'ailleurs pas seul, il y aura aussi Argon 18, un autre sponsor qui va aider l'équipe à se développer, mais pas de résultats notables durant ces années, donc 2015-2016. Au moment où Bora a vraiment explosé, bah, c'est sur l'année 2017. L'année 2017, il y a l'arrivée d'Hansgrohe, mais ce qui va peut-être propulser Bora, c'est peut-être le dessin d'une autre équipe, Saxo Tinkoff, qui va disparaître pour problèmes financiers. Et donc, bah, il y a une place avant le tour qui se libère, et il y a des coureurs qui se libèrent aussi. On a Rafał Majka qui va rejoindre l'équipe. Évidemment, le plus grand changement, c'est Peter Sagan, le champion du monde, qui va rejoindre l'équipe et amener avec lui d'ailleurs tout un attirail de coureurs, notamment son frère, mais aussi tous ses poissons pilotes, etc. Et donc, bah, on se retrouve avec un champion du monde dans l'équipe, voilà, beaucoup plus de visibilité, une plus grosse armada. On a aussi d'ailleurs l'arrivée de Pascal Ackermann, un sprinter. Et donc, bah, à ce moment-là, l'équipe explose, puisqu'elle va d'ailleurs remporter une étape sur les trois grands tours auxquels elle participe. Postelberger qui gagne sur le Giro, et qui va d'ailleurs revêtir le maillot rose, parce que c'est au terme d'une première étape assez folle. Sagan qui va remporter une étape sur le Tour de France. Le Tour de France qui commence d'ailleurs bien pour Bransgreux, mais euh, deux étapes plus tard, il va être exclu de la course pour un mauvais geste sur Marc Cavendish, dont je pense se souvient tous. On se dit à ce moment-là que le Tour de la Bora est peut-être fini, mais c'est le tenant Bodnar qui va aller remporter une deuxième victoire pour l'équipe Bora sur le dernier chrono, en battant notamment Chris Froome. Bodnar qui d'ailleurs avait été privé d'une victoire quelques étapes plus tôt en se faisant reprendre par le peloton à quelques mètres de la ligne. Donc l'histoire est belle, et puis sur la Vuelta, c'est Rafael Maïka en patron qui va chercher une étape. Donc à ce moment-là, on est quand même sur des grosses bases pour la Bora, et puis ça va continuer, puisqu'en 2018, il remporte un monument, Paris-Roubaix, grâce à Peter Sagan. Trois étapes sur le Tour aussi, tous grâce à Peter Sagan, et puis une victoire sur le Giro. Et puis voilà, ça va continuer. En 2019, Sagan commence peut-être un peu à décliner, mais il remporte quand même, encore une fois, le maillot vert et puis une victoire. Mais ce tour, il marque peut-être aussi un changement pour l'équipe Bora, puisque Bourman fait quatrième du tour. C'est d'ailleurs leur meilleur classement encore actuellement. Et donc on voit peut-être une équipe Bora qui commence un peu à se tourner vers les classements généraux, sachant qu'aussi sur Liège, on a Bora qui fait 2 et 3 avec Sharman et Formolo. Bennett et Ackermann sont aussi vainqueurs sur les grands tours, donc tout continue à rouler. En 2020, c'est peut-être un peu plus compliqué, même si Kamna, qui vient d'arriver de Sunweb, s'impose sur le Tour de France. Maika quitte la Bora pour rejoindre la UAE. On a quand même Peter Sagan qui va chercher une étape sur le Giro après un Tour de France assez mitigé. On sent peut-être on est entre deux générations sur cette année-là. Et on a aussi l'arrivée de coureurs comme Kelderman, comme Polit et comme Jordi Meus. En 2021, l'équipe continue. Sagan gagne sur le Giro. On a deux victoires sur le Tour cette année avec Polit et Conrad.
tous deux en échappée, des très très belles victoires. Et puis on a aussi Wilco Kelderman qui finit dans le top 5, donc ça fait un nouveau top 5 pour l'équipe. Et à ce moment-là, on se retrouve du coup avec une deuxième vitesse pour l'équipe, puisque en 2022, il y a un recrutement XXL. Il y a le retour de Sam Bennett, qui était parti du côté de la Quick Step, mais ça s'était très mal fini avec Patrick Lefebvre. On a l'arrivée aussi de Jay Hindley, qui après un Giro 2020 assez incroyable, il avait eu un peu du mal confirmé. Alexander Vlasov de Astana aussi, un très très gros espoir, très grosse pépite. Sergio Higuita, qui pareil est un peu irrégulier et a du mal à confirmer. Danny Van Poppel de l'Intermarché, excellent poisson pilote, mais même excellent sprinter. Et puis la pépite Siana Utebrooks. Et d'un autre côté, ben, on se retrouve avec Sagan qui s'en va, donc c'est un peu la fin d'une ère pour l'équipe Bora, et qui, du coup, au vu du recrutement, a l'air quand même de bien se tourner vers les classements généraux. Et ça va évidemment payer, puisqu'en 2022, on a la victoire sur le Giro de Jay Hindley, qui remporte d'ailleurs une étape, avec aussi Lennart Kamna, qui va l'aider à remporter le général, mais qui va aussi s'imposer une étape, donc deux victoires d'étape, plus le classement final. C'est assez incroyable pour l'équipe Bora-Hansgrohe, qui donc ajoute un grand tour à son palmarès, et en même temps, bah, on se retrouve avec Sam Bennett, qui est vainqueur sur la Vuelta, et Alexander Vlasov, qui finit cinquième du tour. Donc l'année 2022, elle est assez belle pour la Bora. Et ça va continuer comme ça, puisqu'en 2023, on a Nico Dens qui va s'imposer sur le Giro. Il venait d'arriver en provenance de DSM. On a Hindley sur le Tour, bah, qui a remporté une étape, qui a même porté le maillot jaune durant un jour. C'est incroyable quand on sait qu'il était en concurrence avec des Vingegaard et des Pogacar. Et puis évidemment, Jordi Meeus qui va remporter la plus belle étape pour un sprinter sur les Champs-Élysées. Et pour parachever, bah, Kamna qui va remporter une étape sur la Vuelta. Donc pareil, c'est une très très grosse année pour la Bora. Et on aurait peut-être pu se dire que voilà, que l'équipe Bora a été lancée, qu'il suffit juste un peu de huiler la mécanique et puis de continuer comme ça. Et en fait, pas du tout. L'équipe ne va pas s'arrêter là. En effet, on a d'abord des grosses pertes sur le mercato. On a Sam Bennett qui part du côté de la G2R, Patrick Conrad et Nils Poli qui étaient là depuis assez longtemps, euh, bah, qui s'en vont. On a aussi Cyrano Utebrooks qui part au terme voilà, d'un espèce de procès médiatique assez incroyable. On ne sait pas trop qui a raison ou pas, mais en tout cas, c'était une des plus grosses pépites et qui s'en va du côté de la team Jumbo-Visma. Et donc, on se dit que voilà, il y a eu des grosses pertes, mais de l'autre côté, on se retrouve avec un mercato XXL. On a Sam Welsford, le sprinter de la DSM, qui arrive. On a Matteo Sobrero aussi, coureur très complet. Daniel Felipe Martinez, qui était un peu en difficulté chez Ineos, mais qui a fait quand même des très belles années au début. Et puis, on a aussi évidemment Primoz Roglic, donc vainqueur de la Vuelta, vainqueur du Giro, qui est passé par de remporter un tour. Et à ce moment-là, bah, on comprend vraiment que l'équipe passe dans une nouvelle dimension. Et à cela, on ajoute bah, l'arrivée de Red Bull. Euh, c'est pour le moment assez flou, mais on sait que ça va être un très bon sponsor. Et quand on voit ce qu'ils font dans notre sport, on peut se dire que l'équipe Bora va sûrement devenir peut-être l'équipe numéro un dans le cyclisme dans les prochaines années. Et du coup, on arrive à cette saison, et une saison qui va être un peu décevante, moi je trouve, pour l'équipe Bora. On a quand même pas mal de wins en World Tour. On a Sam Welsford, évidemment, qui nous fait un tour de Down Under assez incroyable avant un peu de disparaître. Mais derrière, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus compliqué. On a Felipe Martinez qui est très bon sur la Vuelta à Algarve, mais derrière, il n'y a pas eu grand chose. On a eu Alexander Vlasov qui remporte l'étape de Paris-Nice et Roglic qui remporte le prologue du Tour du Pays Basque. Mais dans le classement généraux, il n'y a pas d'énormes pertes. Hindley était présent, Vlasov aussi, il y a eu des podiums, etc. Mais on a peut-être pu s'attendre à mieux quand on voit le recrutement. En tout cas, voilà, rien n'est préjudiciable. On peut encore comme Hindley, par exemple, mais souvent du temps avant d'arriver en forme. Mais oui, quand on voit voilà, le recrutement, quand on voit l'effectif, on aurait peut-être pu s'attendre à un peu mieux. Du côté de ce Tour de France, bah, la présélection a été annoncée très tôt. On nous avait annoncé Primoz Roglic, Nico Dens, Jay Hindley, Daniel Felipe Martinez, Matteo Sobrero, Danny Van Poppel, Alexander Vlasov et Enar Kamna. Tout dépendrait de son Giro. Le problème, c'est que Lennart Kamna s'est blessé et du coup ne participera pas au Giro. C'est Daniel Felipe Martinez qui le remplace. Et du coup, bah, on se retrouve un peu avec quelque chose de un peu chamboulé. On n'arrive pas trop à voir. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on devrait avoir euh, Primoz Roglic, Nico Dens normalement, Jay Hindley, Matteo Sobrero, Danny Van Poppel et Vlasov devraient en être. Après, ce qui en est des deux autres, est-ce que on aura, est-ce que Lennart Kamna sera remis? C'est pas sûr du tout. Est-ce qu'on aura du Emmanuel Bourman qui a du coup pas été sélectionné pour le Giro à son grand mécontentement? Est-ce qu'on aura du coup Daniel Felipe Martinez qui sortira du Giro?
Est-ce qu'on aura par exemple du Nico Dens, du Marco Haller, pourquoi pas, du Bob Jungels qui pourrait les suppléer ça reste assez vague, un peu du mal à se projeter là-dessus. En tout cas, l'objectif de Bora est clair, c'est gagner le Tour de France. Quand tu amènes autant de leaders et pas de sprinters, c'est que tu veux vraiment tout miser sur le général. Et puis voilà, on se retrouve avec une start list assez incroyable. Primoz Roglic, il tourne autour depuis quelques années. Il a failli gagner en 2020. Il semble très motivé, mais est-ce que le niveau est là? On l'a vu sur le Paris, c'est un peu en deçà. Et sur le Tour du Pays Basque, on n'a pas trop pu juger, puisque c'est juste le prologue. C'est compliqué de tirer des conclusions sur ce genre de course, avec en plus un prologue très technique. Normalement, il n'a pas été très touché par la chute, en tout cas moins que Vingegaard et Remco, donc ça c'est une bonne nouvelle de son côté. Mais ouais, c'est peut-être l'année ou jamais pour Roglic, puisque quand on voit l'état de Vingegaard, l'état de Remco, quand on sait que Pogacar aura fait le Giro avant, c'est peut-être l'année ou jamais. On sait qu'il devient vieux en plus, il n'y en aura pas 60 000 des occasions, donc c'est peut-être le moment de la saisir. Et si il passe celle-là, je pense que ce sera un peu compliqué. En tout cas, il sait faire, Roglic. Euh, il a remporté un nombre de Volta assez incroyable. Il aurait sûrement pu remporter celle de l'année dernière, donc il est encore en condition. Et puis voilà, mais on sait que Roglic, bah, il peut toujours se passer un truc, il peut toujours chuter, il peut toujours avoir une défaillance. C'est ça un peu qui le rend vulnérable. Ce qui est bien pour Bora, c'est qu'il y a d'autres cartes. Il y a évidemment Jay Hindley, qui est ultra fiable sur les grands tours. L'année dernière, il avait fait un très gros tour et malheureusement, une chute l'avait empêché de bien figurer. Je pense qu'il aurait fini dans le top 5. Son début de saison est assez étrange puisqu'il est très bon sur Tirreno. Et puis après, sur le tour du Pays Basque et puis sur le tour de Romandie, il est un peu en dessous. Mais moi, j'ai aucun doute qu'il sera bien présent sur le tour. Et puis évidemment, Alexander Vlasov, qui est très très bon en ce début de saison. On l'avait vu en 2022 très bon. En début de saison, c'était un des favoris pour le podium du tour. Malheureusement, il avait attrapé le Covid sur le Tour de Suisse. Et puis avait chuté en début de Tour de France, et ça n'était jamais vraiment mis, il a quand même réussi à finir cinquième, ça prouvait son énorme condition. Donc ouais, le troisième leader à surveiller, mais personnellement je pense que sur 3 semaines, il n'a pas encore trop d'expérience, et je pense qu'il est un peu en dessous de Hindley et Roglic. On verra ça cet été. Derrière, on a Matteo Sobrero, donc c'est un profil que j'adore, parce que très bon en chrono, mais aussi qui passe très bien les bosses. Je pense que ce sera un équipier ultra utile pour ses leaders. Pourquoi pas leur en échapper, mais bon, j'imagine que quand tu amènes 3 leaders, tu vas pas mettre beaucoup de monde en échappé. Moi, je les vois vraiment tout biser sur le général. Avec aussi notamment, bah, du coup, Daniel Felipe Martinez, s'il est là, qu'il récupère assez bien de son Giro. Pareil, c'était un peu une énigme. On l'a vu si fort en 2021 côté de Bernal, et puis derrière, il avait un peu disparu chez Ineos. Il revient bien en ce début de saison sur le Tour d'Algarve, en battant notamment Remco Evenepoel. Mais derrière, son Tirreno est assez moyen, donc à l'heure où j'enregistre juste la vidéo, pas encore dans le Giro. Je pense qu'elle sortira en plein milieu du Giro. Donc peut-être qu'il aura fait un Giro incroyable et que ça rebattra les cartes, mais personnellement, moi j'en attends pas beaucoup. Je pense que ce sera un équipier. Derrière, on se retrouve avec Nico Dens et Denis Van Poppel qui ont des rôles à peu près similaires, je pense. Euh, voilà, les aider dans la plaine, ramener les bidons, les choses comme ça. Mais aussi, pourquoi pas sur les sprints? On sait que Van Poppel, il a pas besoin d'avoir un énorme train, donc pourquoi pas qu'il aille se mener sur des sprints? On sait à quel point il arrive à bien se placer tout seul, etc. Et qu'il a vraiment une pointe de vitesse assez intéressante. Nico Dens, pour aider Danny Van Poppel, ou alors peut-être pour aller dans une des échappées, on sait que c'est plutôt un coureur voilà, dans ce style-là, un peu baroudeur. Moi, je vois quand même plutôt rester avec ses leaders. Et puis du coup, derrière, c'est un peu compliqué d'imaginer qui est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres. Peut-être Emmanuel Bourman, du coup. Très bon équipier, moi je pense que ce serait un bon choix. Après, il a été très déçu de pas être sur le Giro. Attention à pas mettre des coureurs qui font un peu le bazar, ça pourrait être une mauvaise idée. Bob Jungels, Marco Haller, voilà, il y a pas mal de coureurs, on verra ça en temps et en heure. En tout cas, très gros collectif de Borensgreux. C'est l'année ou jamais, je pense, pour jouer le Tour de France. C'est l'année où il y aura sûrement pas Vingegaard et il y aura peut-être un Pogacar un peu diminué du Giro. Attention aussi à amener beaucoup de leaders, ça peut parfois être une mauvaise idée. On se souvient il y a quelques années de la Jumbo-Visma en 2018, enfin c'était la Jumbo tout court d'ailleurs, qui s'était un peu tiré dans les pattes avec Kruijswijk et Roglic. C'est quand même parfois compliqué d'avoir 3 leaders qui visent le même objectif, et du coup il faut en sacrifier un ou pas. En tout cas, il faudra essayer de jouer avec du coup ces trois leaders, en faire partir en échappée, comme avait fait Hindley l'an dernier, en allant récupérer le maillot jaune. En tout cas, c'est clair que l'équipe Bora, normalement, devrait être une des équipes qui fera la course. Moi, si je devais avoir un pronostic, je pense que Roglic est assez régulier.
bon chrono, mais qui lui manque un truc et que même un Pogacar fatigué du Giro sera au-dessus de lui. Ça peut changer, mais je pense que Primoz Roglic finira sur le podium du Tour de France. Entre deuxième et troisième, ça dépendra de la course, ça dépendra un peu des autres leaders aussi, notamment de Remco Evenepoel. Connaître sa forme pour le moment, c'est assez. On a un peu du mal à le jauger par rapport à ces coureurs-là. Mais oui, Primoz Roglic et la régularité, je pense que ce sera podium. Après, attention, on sait que Roglic, il y a toujours une chute, il y a toujours un truc, il y a toujours un problème. Voilà, je vois pas Hindley et Vlasov le dépasser. Euh, Pourquoi pas Hindley, Vlasov pas du tout, donc moi j'irais podium pour Primoz Roglic. Pourquoi pas un top 10 pour Hindley et Vlasov. Mais voilà, pas plus, et je sais pas s'ils arriveront à aller chercher une victoire d'étape. Peut-être une ou deux en échappée, pourquoi pas un Vlasov qui perd un peu de temps et qui part chercher une ou deux victoires. En tout cas, n'hésitez pas bah, voilà, à me dire ce que vous attendez de cette équipe. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez que cette série continue, si vous voulez voir d'autres équipes, il y en a plein. Ce qui est un peu compliqué, c'est de les faire voilà, maintenant, parce qu'on peut pas toutes les faire évidemment au dernier moment. Ce serait beaucoup trop compliqué en termes de timing, de montage, etc. Donc on est obligé un peu voilà, de commencer par des équipes qui ont un peu annoncé un début de startlist. La Bora, c'était celle qui avait annoncé la startlist la plus complète, c'est pour ça qu'on a on a décidé de commencer là-dessus. Évidemment, les choses peuvent changer, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des trucs, des révélations, donc à prendre au conditionnel. Mais je pense en tout cas que la base, Hindley, Vlasov, Roglic, même on a eu Van Poppel, et puis peut-être Sobrero aussi, ça devrait pas bouger, ça devrait bien être sur le tour. Donc après, ça se voit à quelques équipiers près, c'est pas forcément le truc le plus important. D'ailleurs, pour faire cette vidéo, ben, je suis aussi servi d'une vidéo de Evra Rigno, donc je mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle est assez complète, et puis même en général sa chaîne, c'est des vidéos assez travaillées, assez quali, donc merci à lui. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous aimeriez voir, enfin quelle équipe vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si c'est important. C'est des vidéos qui prennent un peu plus de temps que d'habitude, donc c'est toujours cool de voir ça. Et puis ben, on se retrouve la prochaine fois pour peut-être une nouvelle équipe, euh, et pour peut-être voilà, un nouveau potentiel vainqueur du Tour de France. Allez, on se dit à la prochaine, salut les côtes.